Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 décembre 2025. Nous avons encore, comme d'habitude, l'occasion de nous retrouver à notre rendez-vous habituel du samedi. Et comme d'habitude, nous allons essayer de vous donner quelques informations avant que nous ne rentrions dans la thématique de notre journée. La première information que nous allons vous donner, c'est que nous sommes très tristes après que nous ayons eu l'information de la mort de M. Anissé Ekane, un des opposants au Cameroun qui soutenait le candidat Issa Chiroma Bakari, qui a trouvé la mort dans des conditions assez étranges et exceptionnelles. En tout cas, nous avons une pensée noble et pieuse pour lui. Et en faisant ça, nous pensons à tous les opposants qui sont dans le combat pour la libération de leur pays. Et je crois qu'il faut que nous nous rendions compte que ce combat est effectivement rude, il n'y a pas de cadeaux qui nous sont faits. Et je crois qu'il faut que nous en prenions pleinement conscience. La deuxième information, nous voulons faire un nouveau commentaire sur le coup d'État au niveau de la Guinée-Bissau. Et nous trouvons cette situation extrêmement préoccupante pour la simple raison que nous avons réalisé à travers les commentaires qui sont faits sur les réseaux sociaux que la commission électorale est véritablement indépendante, qu'elle a fait son travail et qu'elle n'a pas accédé aux pressions qu'elle a subies. Malheureusement, des opposants ont été arrêtés, y compris l'opposant qui était censé être déclaré vainqueur de l'élection. Et vous avez vu tout ce scénario qui a été fait, qui fait le tour du monde en termes de commentaires, où il y a, semble-t-il, un coup d'État, et ce que le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a appelé combine. Et me basant toujours sur les déclarations du premier ministre Ousmane Sonko, il a souhaité que le processus aille jusqu'à sa fin et que les résultats puissent être proclamés. Donc vous voyez que aujourd'hui, et c'est surtout les opposants qui doivent en prendre conscience, il y a des stratégies qui sont mises en place pour ne pas permettre aux opposants d'accéder au pouvoir. Et les gouvernants agissent souvent selon un principe que on ne perd pas des élections qu'on organise. Mais en Guinée-Bissau, je crois que ça n'a pas marché. Mais nous vivons malgré tout une situation qu'il faut suivre de très près. Mais nous voulons ajouter qu'à la suite de ça, on a suivi que M. Umaru Sissoko Embalo a été exfiltré, qu'il a passé, je crois, près d'une nuit ou sinon d'une journée à Dakar. Après, il est arrivé à Brazzaville. Et nous, quand je dis nous, c'est le Rassemblement des forces de changement. Nous faisons partie de ceux qui ont réagi à travers une déclaration pour souhaiter que le Congo ne devienne pas le paillasson des dictateurs et qu'il ne serait pas ce cas, surtout que nous sommes à l'approche d'une élection qui devrait avoir lieu le 22 mars 2025. Il faut qu'on soit loin de ce genre de scénario, d'autant que nous nous battons pour que l'on ait une élection libre, crédible, transparente, et démocratique et apaisée. Voilà un peu en termes d'information. L'information suivante que nous allons donner, c'est nous suivons de près ce qui se passe dans la Nicola, où nous avons suivi une déclaration faite par les sages qui reconnaissaient, qui avaient dénoncé le fait que le président Sassou n'avait pas respecté les engagements, sinon les promesses qu'il avait faites en 2021. Et projet à l'appui, ils ont énoncé les différents projets pour lesquels les attentes n'ont pas été satisfaites. Et comme vous savez, ça a fait beaucoup de tollé. Et il y a eu une autre mission qui s'est rendue dans le département de la Nicola et on a vu un autre texte qui semble contredire ce qui a été dit. Mais il faut dire la vérité aux Congolais. Et les Congolais savent aujourd'hui que la Nicola, depuis plusieurs années, se plaint de ce que c'est un département qui est abandonné, c'est un département qui est comme oublié. Maintenant, si les différentes missions font que des engagements vont être pris, mais il faut encore que ces engagements soient respectés et c'est véritablement dommage. Mais nous exhortons les sages dans la plupart des départements, sinon les citoyens congolais dans leur ensemble, chaque fois qu'ils le peuvent, de dire la vérité et de ne pas transiger
parce que en allant vers des versions qui ne correspondent pas à la réalité, on ne rend pas service, on ne se rend pas service soi-même, on ne rend pas service au département, on ne rend pas service au pays, et ce serait véritablement. Mais ce que les gens doivent savoir, que ce soit les sages ou les autres citoyens, le bilan du président Sassou, il est connu, il est véritablement catastrophique. Et les gens savent que le Congo est pratiquement en ruine sur plusieurs plans. Et je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Ma conception, c'est qu'il faut que les gens en prennent conscience pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et je rappelle aux uns et aux autres qu'il y a un Conseil national de dialogue qui a été institué par les articles 227 et 228 de la Constitution, qui devrait se réunir sur tous les grands problèmes politiques d'intérêt national. Et le problème qui est posé, par exemple, celui de la Népalais, c'en est un. Hier, lorsqu'il y a eu la crise au niveau du pool, nous avons élevé nos voix pour demander que le règlement de ce problème soit national. On a voulu que ça se fasse entre les représentants, sinon les membres, les partisans du président Toumi et les gouvernants. Et je crois que ce n'est pas une bonne démarche et nous ne l'apprécions pas du tout. Maintenant, en termes d'information, nous allons terminer. Vous savez, nous sommes à quelques jours du congrès du Parti congolais du travail, parti qui n'est pas en conformité avec la loi. Et nous attirons votre attention parce que vous suivez toute cette propagande qui est déjà lancée et toutes ces déclarations qui font apparaître que le président Sassou est le président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait le président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de la linéa 2 de l'article 80 de la Constitution. Je vous l'ai souvent dit, mais vous êtes en train de le vivre. Et aujourd'hui, dans la joie, il clame haut et fort. Il demande, il réclame la candidature à l'élection présidentielle du président Denis Sassou Nguesso. Mais il est bon de relever que ni le président Sassou, ni le Parti congolais du travail ne sont en conformité avec la loi. Et je crois que nous allons plus tard revenir un peu là-dessus. C'est l'un des cas rares où au monde, quelqu'un qui n'est pas en conformité avec la loi puisse être réclamé pour être candidat à une élection aussi majeure que l'élection présidentielle. Mais nous disons que nous suivons, mais nous n'avons qu'une phrase. Le Congo va mal, très mal. Et là, on apporte encore une preuve à cette situation que nous n'avons cessé de dénoncer. Maintenant, une fois que nous avons donné ces quelques informations, nous allons passer à la thématique principale. Nous disons que la semaine dernière, le 28 novembre, nous avons pratiquement célébré le 67e anniversaire de la proclamation de la République. C'était un moment extrêmement fort. Le 28 juillet 1959, l'Assemblée nationale a ratifié les accords passés avec la République française par lesquels nous avons accédé cette nuit même à l'indépendance. Cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement. Nous sommes ici tous associés en cette heure historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple. Vous allez manifester à juste titre votre allégresse, car il est bien vrai que nous vivons un jour faste et ce 15 août 1960 doit être consacré à la joie. Mais cette journée doit être aussi un moment de réflexion, car elle marque une étape essentielle de la vie de notre État. Et nous avons choisi comme thématique par rapport à ce fait que nous avons vécu, et vous allez voir dans le développement de la thématique en plusieurs phases. Nous considérons que ça a été un rendez-vous manqué et nous allons essayer de vous en donner l'explication. Maintenant, s'agissant du 28 novembre 2025, nous devons dire que c'est une très bonne chose. Nous avons fêté le 67e anniversaire. Et à cette occasion, nous avons une pensée à la fois pieuse et noble pour tous nos héros qui ont travaillé, qui ont parfois, au risque de leur vie, qui ont tout mis en œuvre pour que nous arrivions à ça. Et c'est un des événements importants de notre histoire, etc.
Et de 10 ans, nous tenons également à rappeler que les gouvernants ont décidé à partir de 2023 que cette journée serait la journée qui serait consacrée au message sur l'état de la nation du chef de l'État, conformément à l'article 94 de la Constitution. Mais ce message, pour nous, devait avoir un caractère particulier. D'habitude, on le fait pour faire l'état de la nation de l'année, mais cette fois-ci, on devait, selon nous, le faire par rapport à des événements. Le premier événement, c'est que il y avait l'année 2025, mais le deuxième événement, c'est que c'est le dernier message du mandat du président Sassou, qui a commencé le 16 avril 2021 et qui se termine le 16 avril 2026. Donc, à cette occasion, nous pensions qu'on devrait avoir comme une espèce de bilan de ce mandat. On devrait avoir les grandes lignes. D'abord, les promesses qui avaient été faites, les réalisations, s'il y en a qui ont été faites, vous avez déjà la réaction des sages de l'Alipoila. Dans les autres départements, comment les choses se présentent-elles, mais nous allons essayer de suivre et de faire nos commentaires sur ce que nous avons vécu. Maintenant, en ce qui concerne le message lui-même, nous allons commencer par le message. En ce qui concerne le message lui-même, nous avons vu que le président de la République a commencé à mettre un accent tout particulier sur la paix. Et nous savons qu'assez souvent, il est dit qu'il n'y a pas de développement sans paix et qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais ce mot paix doit avoir un certain contenu parce que ce n'est pas l'absence de crépitement d'armes. Alors le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est donc la paix est-elle l'absence de conflit ? Un sujet plus difficile qu'il n'y paraît, donc je vous propose un aperçu, vous me dites ce que vous en pensez. Donc d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que dans la mesure où la paix désigne un état de tranquillité ou de quiétude, il semble évident de considérer qu'il ne peut y avoir de paix qu'en l'absence de conflit. Le conflit, en effet, c'est un état qui est exactement contraire à celui de quiétude ou de tranquillité, puisqu'il est la manifestation d'une opposition entre entités, et une opposition qui peut même mener jusqu'à la violence et à la guerre. L'absence de conflit semble donc de ce point de vue-là être une définition correcte de la paix, parce que négativement, tant d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif, la paix se donne d'abord comme un état, comme l'état de ce qui n'est pas en guerre. Ainsi, sur le plan individuel, être en paix avec soi-même signifierait précisément ne pas être traversé, ne pas être travaillé par des conflits intérieurs qui, en moi, troubleraient toute tranquillité. Et sur le plan collectif, la paix sociale serait justement l'état d'une société harmonieuse et où régnerait une concorde entre les membres. Et l'absence de conflit interne à la société serait bien une condition d'une telle paix. La guerre civile, plus encore d'ailleurs que la guerre entre États, apparaît dans ce cadre comme l'échec politique par excellence, au sens où la politique serait précisément la réflexion qu'on mène, et l'agir par lequel on parvient à penser et à donc réunir les conditions pour l'unité d'un corps politique en bonne santé. Ici, je pense notamment à un auteur qui est pas très connu, qui s'appelle Marcille de Padoue et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Défenseur Paxis, au XIVe siècle, je pense, et où il identifie justement la bonne santé du corps politique à la paix. Donc, il n'y aurait a priori pas de question à se poser, puisque réfléchir à la définition de la paix nous conduirait logiquement à considérer que la plus juste définition possible est précisément celle qui nous dit que la paix est l'absence de conflit. Pourtant, on peut déjà remarquer qu'une telle définition est purement négative. Il s'agit d'une conception minimale de la paix, qui considère donc que la paix ne se définit pas autrement que comme une absence. Or, même en considérant notre première définition, c'est-à-dire la paix comme état de quiétude ou de tranquillité, nous pouvons considérer qu'elle ne permet pas en fait de rendre compte positivement de ce que désigne la quiétude ou la tranquillité. En fait, il n'y a pas de lien mécanique entre l'absence de conflit et la quiétude. Nous pourrions ainsi considérer un état d'inquiétude alors même qu'il n'y a pas de conflit. Dans le cadre politique par exemple, il est possible d'assurer une paix sociale par la menace,
Et donc, dans ce cas-là, un pouvoir autocratique peut annuler un conflit en usant de violence pour opprimer les oppositions et ainsi garantir un état de paix apparente. Une fois que cette violence est passée, la menace simplement de l'émergence de cette violence produira un état de paix apparente. Aujourd'hui, nous les retraités, nous ne sommes pas en paix. Aujourd'hui, les travailleurs, par exemple, de la mairie de Dolisie, qui ont 97 mois d'arriérés de salaire, ils ne sont pas en paix. Et on peut comme ça bien cerner la notion de paix. Mais le président a choisi de prendre un itinéraire. Et dans cet itinéraire, j'ai essayé de prendre quelques repères pour que nous essayions d'avancer. Le premier repère que j'ai pris, c'est le rappel qu'il fait pour les affrontements fratricides qui ont eu lieu en 1959. Suite, semble-t-il, à une crise électorale. Ce sont des événements très malheureux sur lesquels on ne devrait pas revenir. Mais comme le président a choisi à plusieurs occasions qu'on puisse transmettre les bonnes informations à la jeunesse, je trouve que ça ne devrait pas être vu de façon sommaire. Il faut que nous créions des occasions pour que l'histoire de notre pays soit bien connue par la jeunesse. Surtout que lorsqu'on parle de ces affrontements de 1959, il y a souvent un aspect que l'on essaye de taire. Et c'est la corruption qui a eu lieu. Parce qu'il faut reconnaître que c'est l'une des références du démarrage, sinon de l'existence de la corruption dans notre pays et puis au plan politique. Ce qui veut dire que très tôt, nous étions pratiquement dans des mauvais choix parce que on ne peut pas rechercher le développement, tolérer la corruption, tolérer les détournements de fonds publics et détourner un certain nombre d'aspects que l'on appelle ici les antivaleurs, mais qui constituent des véritables freins au développement. Donc, s'agissant de ce genre d'événement, je crois qu'on devrait appeler nos universitaires, on devrait appeler nos chercheurs à faire davantage de recherches pour que l'information complète soit fournie, retransmise à nos jeunes pour qu'ils puissent cerner, tirer les leçons et dire qu'il y a des choses que l'on ne devrait plus faire comme cela a été fait dans le passé. Je n'insiste pas outre mesure sur ces événements malheureux qui ont causé la mort de beaucoup de nos compatriotes. Je vais passer à une autre référence que le président a évoquée, mais c'est le 15 août 1963, qui correspond en fait à la démission de notre premier président, l'abbé Fulbert Youlou, qui a démissionné. Et à l'époque, il y a une chanson que l'on entonnait. Et je crois qu'il faut bien expliquer aux jeunes qu'est-ce qui s'est passé. Parce que nous autres, nous étions très jeunes à l'époque. Et il y a un chant qui passait tous les jours sur la radio, surtout avant le passage de chaque journal, quand à la radio. C'est Youlou a tout volé. Nous reconstruirons de nouveau. Suffit la liberté. Les 13, 14 et 15 août 1963, une vague de contestation populaire, menée par les syndicats et la jeunesse congolaise, renverse le président Fulbert Youlou et les pères de l'indépendance. Ces 3 jours de soulèvement, restés dans l'histoire sous le nom des Trois Glorieuses, marquent un tournant décisif pour le Congo. À la fois révolte populaire et révolution politique, cet événement entraîne la fin du régime en place et l'instauration d'un nouveau pouvoir. C'est bien, mais il faut noter que dans notre histoire, le 15 août 1960, pour lequel je rends hommage aux victimes parce qu'il y a des compatriotes qui sont morts à cette occasion, semblait faire apparaître au plan africain et au plan mondial l'engagement que nous prenions pour la bonne gouvernance, l'engagement que nous prenions pour lutter contre la corruption, contre les détournements de deniers publics, contre tous ces maux qui ne permettent pas au développement de se réaliser. Et malheureusement, je vais essayer d'être court là-dessus, mais c'est très important. Malheureusement, que constatons-nous aujourd'hui? Et il faut faire le parallèle à chaque fois, parce qu'il faut expliquer aux jeunes qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, le niveau de vol, de détournement, de deniers publics atteint aujourd'hui est inacceptable et intolérable. Et on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que on arrive pratiquement, je dirais même, à détruire notre société sur ce que les gens appellent antivaleurs, mais sur ces mots qui ne permettent pas d'évoluer.
Mais je vais terminer sur ce passage en espérant que des recherches plus détaillées pourront être faites pour que nous analysions mieux la situation. L'un des faits majeurs que je relève dans cette situation, c'est que le président l'abbé Fulbert Youlou a été jugé, entre autres, pour malversation financière et détournement des deniers publics. Et il a été condamné à mort par contumace. Question. D'où vient qu'aujourd'hui nous tolérons les vols, les détournements, la fraude, la corruption? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité entre 1963 et notre situation aujourd'hui? D'où vient que nous tolérons aujourd'hui? Et c'est pratiquement, pour certains, un honneur d'avoir volé, un honneur d'avoir détourné des fonds, etc. On est riche, on n'est pas poursuivi, etc. Mais je rappelle aux Congolais que l'un des points forts, justement, de ce moment, c'est qu'il y a un président de la République qui a été jugé et condamné. Et quand je relis notre constitution d'aujourd'hui, notamment l'article 15, je lis que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à sa condition familiale, ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays Hélène les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Nyanya soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Et si on a pu juger un président de la République, mais ça veut dire que tous les autres citoyens devraient pouvoir être jugés. Il n'y a aucune raison que nous acceptons et que nous tolérons ce qui se passe actuellement. Et je crois qu'on devrait pouvoir y avancer. Et c'est véritablement dommage. Le point que je vais aborder après, qui n'a pas été abordé par le président de la République, il a parlé du MNR, il a parlé de la création du Parti congolais du travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste rappeler un événement qu'il a vécu. Il s'agit de la déclaration du 12-12-1975. La déclaration du 12 décembre 1975. La déclaration du 12 décembre 1975. De quoi s'agit-il? D'un texte diffusé après la session extraordinaire du comité central du PCT réuni du 5 au 11 décembre 1975 à Brazzaville.
Le président Marien Ngouabi avait recommandé à un groupe de 6 camarades d'élaborer une synthèse des travaux. Sassou Nguesso Denis, Sylvain Goma Louis, Tister Chikaya Jean-Pierre, Okanza Jacob, Bongwandé, Émile Aurélien et Gombe Jean-Pierre furent commis à cette tâche, qui accoucha de ce texte, qui allait devenir la déclaration du 12 décembre 1975. Cette déclaration résultait des critiques et de l'autocritique faites par les 45 membres du comité central du PCT sur la situation préoccupante qui prévalait dans le pays, caractérisée par le fait que les entreprises d'État mises en place par la Révolution en vue d'un combat économique, ne vivaient plus, et constituaient désormais le talon d'Achille de la lutte de libération, et que la direction politique manquait de cohésion et de dynamisme. Pour ces raisons, la Révolution risquait d'être récupérée par les forces réactionnaires de l'intérieur et de l'extérieur. Il fallait donc une action révolutionnaire vigoureuse en vue d'un redressement salutaire et d'une accélération du mouvement révolutionnaire au Congo. Le comité central décida d'engager un mouvement politique profond, la radicalisation. Comme le rappelle Émile Aurélien Bongwandé, alors secrétaire permanent du bureau politique du comité central du PCT chargé de l'organisation et de l'administration, la mission essentielle de la radicalisation était de modifier qualitativement et de juguler la situation décriée, de lier la théorie à la pratique, de mobiliser le peuple congolais pour accélérer la lutte de libération nationale, en vue du socialisme. Le comité central en avait appelé à la conscience du peuple travailleur pour supporter toute épreuve et tout désagrément qui pourrait résulter d'un changement de mode de vie artificiel auquel l'avait habitué l'impérialisme. Ce mouvement de radicalisation, qui se voulait profond, devait gagner progressivement, mais fermement, tous les milieux. La ville, la campagne, l'usine, l'atelier, le bureau, l'école, la caserne, ainsi que tous les secteurs de la vie nationale. L'économie, l'éducation, la culture, la justice, la presse, etc. Le comité central du PCT avait indiqué que pendant toute la phase de radicalisation du processus révolutionnaire, les cadres et les vaillants combattants de l'armée populaire nationale devaient soutenir ce mouvement et assurer la sécurité du peuple et les acquis de la révolution des 13, 14 et 15 août 1963, pour que tout soit pour le peuple et rien que pour le peuple. Tout un programme, ajouterons-nous. Mais la déclaration du 12 décembre 1975 et la Révolution ont, depuis, sombré dans les décombres de l'histoire. Qui en fait a mis en lumière le fait que le pays marchait. Le pays marchait mal. Le pays allait mal, très mal. Tant au niveau de l'État qu'au niveau du parti qui, à l'époque, dirigeait l'État. Et on a fait une déclaration historique que je souhaite être mise à la disposition des jeunes. Parce que quand on regarde bien cette déclaration et ce que nous dénonçons maintenant en parlant de la grave crise multidimensionnelle que nous traversons, les mots sont pratiquement les mêmes. C'est vrai qu'à l'époque, on avait un puissant secteur d'État qu'on avait créé parce qu'on pensait pouvoir enrichir l'État, créer les emplois pour les jeunes, etc. Mais on a tout mis par terre. On a tout mis par terre. Et à mon avis, c'est extrêmement important. Maintenant, l'un des aspects importants de cette déclaration du 12-1975, c'est que le parti avait pris la décision, pratiquement, de régler cette situation. Et le président Marien Ngouabi avait pris sur lui et avait annoncé la préparation de ce que l'on appelait le congrès de la radicalisation. Congrès qui devait, semble-t-il, procéder à l'épuration, etc. On a sorti des concepts de qui est pur, qui, le poisson commence à pourrir par la tête. Enfin, il y a eu tout un débat. Et j'évoque ça parce que cette déclaration est l'une des déclarations qui précèdent le 18 mars 1977, qui est l'une des journées les plus sombres de notre histoire. Le président Marien Ngouabi a été assassiné en plein jour. J'ai vécu les moments. C'était vraiment des moments très, très difficiles. Et on a même pensé à un moment donné qu'il y allait avoir une guerre civile dans ce pays. J'ai vécu aussi le fait que dans la journée même, plusieurs suspects avaient déjà été mis en état d'arrestation. On se demandait, mais à quel moment l'enquête a été menée et comment cela s'est-il passé? Bref. Il y a eu d'autres morts, il y a eu d'autres événements malheureux liés à cet événement. Et nous avons été surpris par ce qui semblait être la différence entre la version officielle que nous avons eue, ou qui a été donnée le 18 mars 1977, et lorsque nous nous retrouvons à la conférence nationale
à travers les témoignages qui ont été faits par plusieurs personnalités, parmi lesquelles je peux citer le défunt docteur Kouka Bemba. C'était l'artère carotide, qui est grosse comme ça, qui laissait sortir le formol. Monseigneur, c'est quoi l'artère carotide? C'est cette artère qui alimente, qui amène le sang à la tête. Et c'est cette artère que votre cuisinier coupe quand il veut tuer le mouton. Quand vous coupez la gorge d'un mouton, en moins de 2 minutes, votre mouton est mort. Et quand à un homme, on coupe cette artère carotide, il sort ces 6 litres de sang qu'il a en moins de 2 minutes. Il évacue tout son sang et il meurt sur le champ. J'insiste dessus, pourquoi, monseigneur? C'est parce qu'au procès de 60, je ne sais pas combien, au procès Marien Ngouabi, le bruit courait que le président Marien Ngouabi est arrivé vivant et qu'un médecin passé par là a mis la piqûre. Je pense que tout le monde a entendu ces choses-là, ces élucubrations. Le président Marien Ngouabi est mort sur le coup. Carotide coupée. Et on ne peut plus faire 1 mètre quand la carotide est coupée. C'est un arrêt de mort brutal et violent. Donc, personne n'a mis la piqûre sur le président Marien Ngouabi quand on a mené sa dépouille à l'hôpital militaire. Donc, nous continuons notre travail et en retournant le corps du président Marien Ngouabi, nous constatons que dans le dos, il y avait plein de trous. Des trous faits avec quoi? Je me suis dit, mais c'est beaucoup de trous dans le dos et jusqu'à la base du cou. Bon, on a dit, bon, écoutez, constatez les trous, ne cherchez pas à savoir ce que c'est. On pense que c'est des balles, mais ça pouvait être aussi, monseigneur, autre chose. Donc, nous préparons le corps du président, nous réparons les dégâts qu'il avait à la face. C'est encore Bikandou qui a eu la corvée, c'était le plus jeune. On a dit, tu répares correctement, attention. Et Bikandou a fait donc la corvée. Nous avons, monseigneur, préparé le corps du président pour les funérailles. Le cercueil en verre que vous avez vu, c'est l'idée du docteur Osebi, qui a dit que nous pouvons faire le cercueil en verre, qui nous a posé beaucoup de problèmes, mais enfin, nous sommes arrivés à ce cercueil de verre que vous avez vu. Nous avons mis sur le corps du président Marien Ngouabi le foulard que vous avez vu. C'était pas un bon foulard, j'étais fâché ce jour-là à la mort parce que on m'avait porté un foulard qui n'était pas bien. Mais comme il était 5 heures du matin, je ne pouvais pas aller au magasin faire une course pour acheter un foulard correct. Nous avons mis ce tissu sur la bouche et nous avons exposé le corps. Je pense que le lendemain ou le surlendemain, nous sommes allés procéder à la mise en bière et nous avions réglé quelques problèmes de famille qui se posaient à ce niveau-là. Chacun voulait mettre son drap, tout ça là. J'ai dit, écoutez, je suis là, on règle le problème de famille, tout s'est bien passé. Et nous avons enterré le président Marien Ngouabi et les choses se sont tassées. 15 jours après, les obsèques, je n'étais plus ministre de la Santé, on nous demande un rapport médico-légal. Alors vous me connaissez, je me suis fâché, mais enfin, ça ne va pas non quoi. Le corps était là, on n'a pas voulu faire maintenant. Ah non, non, laisse. Docteur Galiba, tu as vu quoi? Osebi, tu as vu quoi? Ah, Bikandou, moi j'ai vu ceci. Bon, dites que ce rapport est fait 15 jours après l'enterrement et que nous pensons que tout se passe.
Et arrive Monseigneur le procès. Nous suivons le procès et on nous dit qu'il y a une bagarre sur le perron. Le président Marengo est tombé, on l'a abattu, tiré, et on amène le corps d'urgence à la morgue. Ceci ne suscite pas en nous un doute. Nous suivons le procès, il y a exécution. Enfin, quand on relit l'histoire qui était racontée au procès, je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas. Je dis, moi je n'ai vu le corps du président Marien Ngouabi que le 19 mars. Il était habillé aussi proprement que mon voisin. Une tenue propre, sans tache. Alors je vais à l'hôpital militaire et pose la question. Le président Marien Ngouabi, quand il a été tué, quand on vous a apporté son corps, il avait quelle tenue? Ils me disent, non, mais il avait une tenue à Bacos, bien. Je dis, mais vous l'avez lavé et habillé? Non! Ah bon? Mais je dis, moi j'ai vu le président 2 jours après, le lendemain du 9. Je pensais que vous aviez eu le temps de nettoyer ce corps et de l'habiller. Il dit, non, nous, ce que nous avons fait à l'hôpital militaire, c'est mettre le pansement. Alors, Monseigneur, donc, depuis cette date-là, enfin, je disais, tous ces corps de la Révolution ne me posent que des problèmes, parce que je puis vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit les Kinganga, tout ça là, que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je peux citer le colonel Yabo, je peux citer le défunt du général Mutando. À travers tout ça, les Congolais ont eu le sentiment qu'ils n'avaient pas la vraie vérité sur la mort de leur président le 18 mars 1977. Et pour notre histoire, c'est des faits, à notre avis, que nous devons avoir le courage d'assumer. C'est des faits que nous devons transmettre au niveau de la jeunesse, dans tous leurs contours, pour que nous avançons. Et pour terminer sur cet aspect, je vais tout simplement, justement dire que lorsque je pense à cette affaire, bon, évidemment, je vous ai déjà dit, je suis catholique et l'une des idées qui me vient en tête, c'est un peu l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, mais je n'insiste pas là-dessus. Mais l'idée qui me vient en tête, c'est de ne pas comprendre que 48 ans après, le président Alphonse Massamba Deba n'a pas de sépulture. On ne semble pas connaître là où ses restes ont été enterrés. Et je crois que lorsqu'on parle de l'histoire et lorsqu'on parle de ces événements, il ne faut pas passer sous silence ces aspects. Parce qu'il faut que les jeunes comprennent exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et il faut que nous essayions d'avancer. J'ai parlé de la conférence nationale, puisque le président de la République a parlé de la paix. Il a parlé de ce qu'il avait assumé à travers un ouvrage qu'il avait publié. Mais je tiens à dire, notamment aux gouvernants, notamment aux acteurs politiques congolais, que lorsque je parle de la conférence nationale, au-delà de tous les commentaires qui sont faits autour de cet événement que je considère comme historique, il a pris du temps, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur
la situation de notre pays. J'ai retenu surtout une chose. C'est lorsqu'il s'est agi de parler des assassinats, lorsqu'il s'est agi de parler de paix, le cri de Jean-Pierre Tistet-Chikaya, qui s'était lancé en disant « plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça ». Comment allons-nous expliquer aux jeunes, alors que le 10 juin 1991, au moment où nous nous séparons, il y a eu cette cérémonie de lavement des mains. Mais expliquons aux jeunes comment, après avoir pris tant d'engagement, nous retombons toujours dans ces situations de paix, dans ces situations de violence. Et elles sont liées à la recherche et à la question d'un seul sujet, c'est le pouvoir. C'est la guerre, les affrontements en vue du contrôle du pouvoir. Mais le pouvoir pour faire quoi si on n'améliore pas les conditions de vie des Congolais et si on n'agit pas, à notre avis, pour le développement, pour sortir ce pays de ce que les uns appellent le sous-développement et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je rappelle aux jeunes que dans les années 60, pratiquement, le Congo était pratiquement au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez aujourd'hui la grande différence. On peut se poser la question. Et revenant à l'actualité, puisque je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, revenant à ce qui se passe présentement, dans une des émissions, j'ai relevé que si le Congo s'est vanté d'avoir le budget des pays de la zone franc hors la France en 2010 le plus élevé, 2814 milliards. Celui de la Côte d'Ivoire était de 2627 milliards. Mais aujourd'hui, comparativement, le budget projeté de la Côte d'Ivoire en 2026 est de 17 350 milliards et celui du Congo est de 501 milliards. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Et c'est là, c'est souvent, qu'arrive la question, où va l'argent? Où va l'argent du Congo? Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent des mines? Donc, il y a toute une série de questions qu'il faut se poser. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on marque un arrêt et qu'on réfléchisse sérieusement sur ces questions. Maintenant, comme autre fait marquant, très malheureux, c'est la guerre dite du 5 juin 1997. Mais sur un tel événement, il faut bien enseigner les contours pour que les jeunes soient bien informés. Il ne faut pas qu'on donne des informations superficiellement. D'autant qu'un analyste français, malheureusement il est mort, que Dieu ait son âme, a révélé, il y en a beaucoup qui ont contesté, mais je n'ai pas les moyens de contester, que lors de la guerre du 5 juin 1997, il y aura eu près de 400 000 morts. 400 000 morts. Et je crois que c'est le moment. Et parce que le 5 juin, c'était à l'approche de l'élection, puisqu'il était prévu une élection en 1997. Et ça nous fait prendre conscience de ce que, au-delà des événements que nous avons connus en 59, chaque fois qu'on approche une élection dans ce pays, surtout une élection majeure comme l'élection présidentielle, les Congolais vivent dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Ils se demandent comment seront faits les lendemains. Et ce n'est pas du tout sérieux. Ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions, tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souvas.
Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre là? Ce cadavre va passer lorsqu'on faisait le combat, après le combat, et si on replie, et derrière nous, il y a les gens, les pilleurs. Et nous ne voulons pas de pilleurs, parce qu'ils viennent pour saboter. Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort pour l'exemple ne sert à rien, semble-t-il. Il y a 1 heure ou 2, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'heure. Ils vont même s'arracher leur putain. Ça c'est le pillage, c'est quoi? Ça c'est pillage. Casser la maison de tous les c'est casser la maison. Quoi? Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. Première question, et déjà on comprend que la trêve sera de courte durée. La question qu'on pose, c'est celle de savoir si les troupes du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur les quartiers populaires de Poto-Poto. Il faut bien qu'elles sortent de là. Le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, a reçu ce soir-là un obus. Il est tombé dans le bloc opératoire. Nous chercherons vainement la trace des soldats gouvernementaux. Dans les étages, il n'y a pas non plus de Zoulous, ces miliciens qui soutiennent la guerre du président Pascal Lissouba. En revanche, il y a bien des malades, des cadavres et des blessés. Des médecins aussi désarmés, désemparés devant cette folie meurtrière. On attend les autorités. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont nous rassurer quelque chose de bien? Est-ce qu'on va continuer? Bon, pour moi, s'il n'y a pas d'assurance, je préfère aller à la recherche de ma famille. Est-ce que je vais les voir? Est-ce que je vais être surprise par une balle? Je ne sais pas. C'est difficile. Une balle perdue et une nouvelle victime. Ce n'est plus une guerre civile, c'est une guerre contre des civils. L'administrateur de l'hôpital n'en peut plus, mais il veut que l'on sache l'horreur de cette guerre. L'odeur devient insupportable. Par exemple, ça sont des civils qui ont reçu des balles perdues. Ils ne sont même pas au frigo. 400 ou 500 cadavres, un petit aperçu du bilan. Donc la paix, on doit en parler, non pas seulement à travers les paroles, mais à travers les actes qui doivent être posés pour que nous comprenions réellement ce que nous voulons et que nous essayons d'avancer. L'un des éléments que le président a pris en référence, c'est les instructions qu'il a données pour la réalisation de l'opération Koulouna ou Bébé Noir 0, etc. Et j'ai bien retenu dans le message qu'il a livré. J'ai bien retenu une phrase et je l'ai sous les yeux. Le président a dit ceci. Devant la Constitution, devant le peuple, j'avais pris l'engagement d'assurer et de garantir la sécurité de tous et de chacun. Je ne conteste pas, mais je prends la Constitution et je prends l'article 77. Je prends l'article 77 pour essayer non seulement d'appuyer ce qu'il a dit, mais de donner le meilleur contenu à travers l'article 77 qui dit ceci. Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant. Devant la nation, le peuple congolais, moi, nom de l'élu, président de la République, je jure solennellement. Écoutez bien.
de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. Et écoutez bien, le serment est reçu par la Cour constitutionnelle en audience publique et solennelle, en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême. Je lis cet article parce que c'est vrai que le président dit qu'il a prêté le serment de garantir la paix et la sécurité de tous et de chacun. Mais il a prêté également le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. C'est pour cela que les voix s'élèvent pour dire, oui, nous avons besoin de sécurité. Mais cette opération doit être encadrée du point de vue de la loi. Et du point de vue de la loi, je ne cesse de vous le dire, les articles 8, 9, si vous me permettez, je les relis. L'article 8 dit, la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. La peine de mort est abolie. L'article 9 dit, la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis. L'article 11. Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Je relis pour dire que l'interprétation de la loi doit être complète. Elle doit être complète. Et on ne peut pas prendre certaines dispositions pour laisser d'autres. Pour dire c'est bien, il faut que notre sécurité soit assurée, mais il faut que cela soit fait conformément à la loi. Et je crois que nous insistons sur cet aspect. Il est 14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous Derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et on va se rendre aujourd'hui en République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, pays d'Afrique centrale, où depuis la fin septembre, une opération de répression meurtrière est en cours. Une opération contre les gangs qui sévissent notamment dans les deux principales villes de la capitale, Brazzaville, et la ville littorale de Pointe-Noire. Bonjour Corentin Beignet, bonjour et merci d'être avec nous, journaliste aux Observateurs de France 24. Alors c'est la tradition, vous êtes venu avec un cliché, une photo, on la voit d'ailleurs à l'écran, un homme interpellé par une unité en tenue militaire. De quoi parle-t-on exactement là? Qu'est-ce qui se passe sur ce cliché? Alors cette image, elle est extraite d'une vidéo qui a été filmée le 26 octobre à Brazzaville, donc la capitale du Congo, Brazzaville, la République du Congo. Cet homme qui est interpellé, il se fait appeler, surnommé Adamaka Shina Rambo. Il est présenté par des médias locaux, mais aussi par des utilisateurs sur les réseaux sociaux comme un des principaux chefs de gang de Brazzaville. Ces membres de gang au Congo sont surnommés les Kuluna ou les bébés noirs. Les deux termes ont cours. Et donc cet homme, c'est pas le seul à avoir été ciblé par cette opération de répression de ces gangs depuis fin septembre, et ça continue encore aujourd'hui. La Direction générale de la sécurité présidentielle, c'est une unité d'élite, a été déployée à Brazzaville, aussi à Pointe-Noire ou à Dolisie pour traquer des membres présumés de gangs. On parle d'hommes en général jeunes qui sont accusés à la fois de racket, de viol envers la population, mais aussi de trafic de drogue, voire de proxénétisme. Et cette opération, on le voit sur des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, elle est assez souvent salué par des foules qui sont manifestement soulagées d'être débarrassées de personnes qui manifestement posaient problème dans la vie de leur quartier. C'est une tendance qui est corroborée par pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Ça n'empêche pas cette opération de faire polémique. Voilà, il y a une forme de mise en scène quand même, on croit deviner ça dans ces images. Des arrestations de personnes qui sont suspectées, vous venez de le dire, de crimes. Qu'est-ce qui pose problème là exactement? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, toutes les personnes suspectées n'ont pas été forcément arrêtées. Il se trouve que plusieurs d'entre elles ont été directement exécutées et abattues donc
en pleine rue, en plein jour. Sur les vidéos qui circulent, notamment sur TikTok, je le disais, il y a des dizaines d'entre elles montrent peu ou prou le même scénario. C'est une personne est en train de filmer, il y a une foule, elle se fraye un chemin à travers cette foule, et je trouve que cette foule est regroupée devant, pardonnez-moi pour les détails, mais devant un cadavre qui gît dans une mare de sang. On vous montrera évidemment pas les passages de ces vidéos qui montrent ces cadavres. Donc c'est complexe de localiser avec précision ces vidéos qui sont souvent filmées dans des quartiers périphériques que ne répertorient pas forcément bien les logiciels de cartographie. Mais ce qui est établi, parce qu'il y a des témoins, il y a des ONG et même les autorités en sous-main qui le reconnaissent, c'est que plusieurs de ces personnes qui ont été abattues sont des personnes qui étaient suspectées d'être des bébés noirs, d'être des koulouna, et qui se retrouvent donc abattues en pleine rue. Et leur cadavre est ensuite laissé dans l'espace public sous les yeux d'enfants. Les veillées mortuaires ont été interdites. Enfin, tout ça participe quand même à la polémique. Un de nos observateurs a été témoin d'une de ces exécutions. Il a demandé de garder l'anonymat, et je vous propose de lire quelques extraits de son témoignage. Il dit: j'ai vu une patrouille de la DGSP débarquer. Ils étaient une dizaine dans un pick-up, tous armés, certains avec des kalachnikovs, d'autres avaient d'autres mitraillettes. Ils étaient tous cagoulés. Ils se sont arrêtés devant une maison. Ils ont interpellé un jeune, l'ont sorti dans la rue, l'ont allongé par terre et lui ont mis une balle dans la tête. Un témoignage évidemment glaçant. Oui, pour le moins, et ce n'est pas le seul à témoigner de ce genre de pratique. Et ces accusations d'exécution sommaire, c'est pas les seules critiques par ailleurs qu'on peut entendre. Des SMS ont été adressés directement à la population pour les inciter à dénoncer toute personne qu'elle pouvait soupçonner d'être koulouna. Signaler des lieux d'habitation des koulouna, récompense 500 000 francs CFA pour un chef, ça fait plus de 760 €. C'est une somme considérable. 100 000 pour un koulouna, soit environ 150 €. Donc ça aussi, cette invitation à la délation fait polémique. Et par ailleurs, il y a plusieurs Congolais qui disent sur les réseaux sociaux, et c'était également le cas de notre observateur, que la DGSP, donc cette unité d'élite qui est en charge de cette opération, a tendance à cibler des personnes qui portent des tatouages et des dreadlocks. Ça serait des signes distinctifs des membres de gangs. Et donc les personnes qui sont tatouées, ont des dreadlocks, disent clairement qu'elles ont peur d'être interpellées pour délit de faciès en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, effectivement. Maintenant, avant de passer à un autre sujet, je ne peux pas ne pas évoquer, lorsqu'on parle de ces références historiques, le problème des disparus du Beach. Et je l'évoque pourquoi? Mais parce que vous savez, ce qui a été conclu comme accord entre notre pays, entre la RDC et le HCR. Et vous savez également quel est le problème au niveau des disparus du Beach, qu'il y a eu un procès en 2005. Et le procès a établi qu'il y a eu des crimes sans auteur. Il y a eu des crimes sans auteur. Et ça nous permet de penser à la responsabilité de l'État. Mais ensuite, et c'est pour sur ça que nous voulions terminer, en disant, mais un groupe des Nations Unies a séjourné à Brazzaville sur cette situation et a recommandé au gouvernement de poursuivre les enquêtes jusqu'à l'établissement des responsabilités pénales et individuelles. J'étais étudiant en première année d'université, je venais d'avoir mon bac lorsque la guerre a éclaté en 98. On s'est retrouvés donc finalement dans le pool. Du pool, ils sont venus nous bombarder, on a fui, traversé le fleuve Congo en pirogue, se retrouver à Kindongoshi. De Kindongoshi, nous sommes partis en Ngombe Matadi, Mbazango. Mbazango, j'ai fait 3 mois. J'ai cherché à rentrer à Brazzaville pour prendre attache avec la famille. Et finalement, c'est une mission qui s'est présentée d'Air Afrique. Avec la mission d'Air Afrique, ils nous ont enregistrés, ils nous ont mis dans leur convoi. On a pris la route. La mission était dirigée par Monsieur Poiti. Nous sommes arrivés à Kazangoulou. Nous avons passé la nuit à Kazangoulou sous des tractations avec l'armée et tout. Et finalement, vers les 12h30, 13h, ils nous ont donné la route. Nous avons traversé Kazangoulou, Kinshasa, et arrivé au beach de Kinshasa, là, il était pratiquement 15h et quelques. Nous y sommes restés jusqu'au dernier bateau. On devrait traverser par le dernier bateau. Quand nous sommes arrivés du côté du beach de Brazzaville, ils nous ont scindés en 2 groupes. Les femmes à gauche, et les femmes à droite, les hommes à gauche. On était sur les passerelles. Et quand nous sommes arrivés, il y avait un militaire qui avait un gros cahier, un bordereau, qui enregistrait les noms.
Ils prenaient ton nom et puis ton adresse. Maintenant, nous, quand nous sommes arrivés, M. Poitiers s'est présenté que c'était un convoi d'Air Afrique, donc on ne devrait pas nous enregistrer. Il y avait déjà leur car qui nous attendait au dehors pour rentrer. Ils ont dit non, 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 tout le monde doit monter dans les véhicules de l'armée. Nous allons déposer ces réfugiés directement à l'église Saint-Esprit de Mungali. M. Poitiers a dit non, ça ce sont les parents des membres d'Air Afrique. Donc nous avons pris ces parents-là nous-mêmes en Bazangou, on les a emmenés, on doit les remettre auprès de leurs parents. Ben, on ne peut pas aller les déposer à l'église, on va les remettre auprès de leurs parents. Ils ont dit non, il faut que vous les déposez à Saint-Esprit. M. Poitiers a tenu mordicus, il s'est opposé. On était avec des professeurs d'université que je ne citerai pas le nom, mais le jour où il s'agira de témoigner, je vais témoigner en citant leur nom. Nous sommes restés au beach. Maintenant, ceux qui montaient, puisqu'on était un peu nombreux, il y avait ceux qui traversaient, qui ne faisaient pas partie de notre groupe. Eux aussi, on prenait leur nom et on les faisait monter dans les véhicules de l'armée. Ils disaient, soi-disant, qu'ils partaient les déposer à Saint-Esprit. Mais en quelques minutes, on revoyait les véhicules là revenir pour venir encore charger d'autres personnes. C'est là que nous avons compris que les véhicules là n'arrivaient pas à Mungali, parce que nous connaissons la distance de Mungali, elle est un peu, quand même, Mungali un peu éloignée. Alors, finalement, nous sommes restés et M. Poitiers a pu vaincre donc les autres. Il y a eu le véhicule, nous sommes sortis, on a pris le véhicule et on est rentré. On est rentré, finalement chacun après est descendu là où il voulait pour rentrer chez lui. Donc... Et je tiens à rappeler que depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans, ces responsabilités ne sont pas établies. Mais il s'agit de nos compatriotes que nous avons perdus. Alors je ne rentrerai pas dans le détail des situations des disparus des couloirs humanitaires, des autres situations, elles sont tellement nombreuses. Et c'est pour ça que lorsqu'on évoque cette question, je pense qu'il est bon d'énoncer qu'il ne peut pas avoir de développement sans paix. Mais il est bon également de dire qu'on ne peut pas avoir tant de dossiers, tant de contentieux, sans qu'il y ait la réconciliation nationale. Que vaut la paix si on ne respecte pas les lois et les règlements de la République? Est-ce qu'on peut être en paix si les gouvernants ne respectent pas les lois et les règlements de la République? Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, le retraité est en paix? Je dis non. Est-ce que le travailleur de la mairie de Donizy, qui a 96 mois, 97 mois d'arriéré, je dis non. Est-ce que l'enseignant de l'université Marien Wabi, qui a 4 ou 5 mois d'arriéré de salaire, est-ce qu'il... Non. Est-ce que l'étudiant... Non, j'ai dit. Donc, le concept de la paix doit être sérieusement pris dans tous ses contours. Et un contour sur lequel je vais revenir plus tard, c'est de dire qu'on ne peut pas parler de paix et ne pas être conforme à la loi. Ce n'est pas possible, dans ma conception. Et il faut que nous agissions pour ça. Maintenant, une fois que j'ai abordé ce problème, au-delà de l'aspect de la paix, il y a un certain nombre de choses qui ont été évoquées en termes de projets réalisés, etc. Mais le mieux aurait été de donner quelques indications. Je vous dis par exemple que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de la corruption est médiocre, il est de 23 sur 100. Le Congo est un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et on peut se poser la question si dans une dictature, on peut organiser des élections libres, démocratiques, crédibles et apaisées. Donc, il y a un certain nombre de questions comme ça que je me pose. Mais il y avait la satisfaction, l'attente des Congolais par rapport à un certain nombre de questions précises qui auraient dû être abordées. Ces questions sont lesquelles? Le changement de constitution. On a changé de constitution, pourquoi? Et on se pose la question pourquoi? Mais parce que après avoir changé de constitution, après avoir adopté une constitution taillée sur mesure, après avoir compris que le changement de constitution n'était réellement motivé que par une volonté de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, ben on peut se poser la question. On peut se poser la question. Pourquoi les gouvernants violent dans l'impunité totale, de façon flagrante, la constitution? Pourquoi les gouvernants n'ont respecté ni la constitution du 20 janvier 2002, ni la constitution du 25 octobre 2015? Parce qu'ils considèrent que la constitution, c'est leur pensée, c'est leur volonté. Non. La constitution est un document sacré. Et les premiers qui doivent le respecter, ce sont les gouvernants. Ce n'est pas le cas.
Et on aurait souhaité que les gouvernants nous expliquent la situation dans laquelle on se retrouve. Nous avons aussi été à l'attente de la situation des accords signés entre le Congo, notre pays, et le Rwanda, pour la simple raison qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient. D'abord, lorsque la chaîne de télévision rwandaise a annoncé que le Congo avait offert 980 km² au Rwanda et que c'était devenu la propriété des Rwandais, mais les Congolais en ont été véritablement choqués. Et quand on a analysé tout le contour de cette situation, les Congolais se sont d'abord posé la question. Les autorités congolaises ne reconnaissent pas avoir cédé 980 km². Les Rwandais le déclarent, des deux qui mentent. Et cette coopération, pour nous pose des problèmes. Et les Congolais ont crié haut et fort. Non à la cession des terres. Non à la vente des terres aux Rwandais. Oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Les Congolais auraient bien voulu profiter de cette journée pour comprendre pourquoi ces accords ne sont pas annulés. Pourquoi ces accords ne sont pas annulés? D'autant que lorsqu'on a le bon souvenir, le Premier ministre avait déclaré devant l'Assemblée qu'il n'y avait qu'un seul député qui avait soutenu la démarche. Mais c'est pour dire que même au niveau de l'Assemblée, il était apparu clairement que les Congolais. Mais pourquoi les gouvernants n'agissent pas dans le sens voulu par les Congolais pour aller à l'annulation pure et simple de ces accords? Nous avons également le problème de la crise multidimensionnelle que nous connaissons depuis plus de 10 ans. Dans un premier temps, les gouvernants avaient pensé qu'ils pouvaient procéder à un ajustement interne. Ils n'en ont pas été capables. Ils ont été auprès du Fonds monétaire. Mais où en sommes-nous? On a dit tout exécuter un programme en donnant pleine satisfaction aux 6 revues qui étaient. Maintenant, on avait promis que le Congo sortirait de là. Mais on n'est pas sorti de la crise. Il y a ce problème de la dette. Nous sommes maintenant à plus de 8500 milliards de dettes. On vient encore de signer un eurobond, c'est-à-dire d'aggraver la situation, de continuer à sacrifier la jeunesse. Mais ça mérite des explications. On en a parlé rapidement en parlant du taux de croissance, etc. Mais ça mérite une situation. Parce que même lorsqu'on parle de la situation financière, mais les Congolais auraient bien voulu comprendre pourquoi, en termes d'objectifs, les gouvernants ne s'occupent pas de la lutte contre la corruption. Pourquoi ils ne veulent pas procéder à la réduction du train de vie de l'État, qui fait apparaître clairement qu'il y a une mauvaise répartition de la richesse nationale. Et je prends un exemple simple. Au Congo, le Premier ministre gagnerait 25 millions de francs CFA, mais le SMIC est à 70 440. En Chine, le président de la Chine gagne 1,39 million. Mais le salaire minimum dans l'une des régions le plus bas, mais il est de l'équivalent de 143 000 francs CFA. Vous voyez bien qu'il y a des situations qui méritent un regard tout à fait particulier. Au niveau de la gouvernance électorale, on ne nous parle pas de gouvernance électorale. Les conditions ne sont pas remplies pour une élection libre, crédible, démocratique et apaisée. Mais on ne nous en parle pas. À Rwanda, on a parlé de la carte biométrique, mais pour l'élection présidentielle. Le ministre de l'Intérieur a essayé d'avancer ça à un moment donné. Et maintenant, on nous a parlé de la révision des listes sans nous expliquer quoi que ce soit. On parle du découpage administratif et électoral sur la base des 3 départements qui ont été créés. Mais on n'aborde pas le problème en profondeur. Sinon, comment soutenir que Madibou, avec 275 000 habitants, n'a qu'une circonscription, et Poto, avec 84 000 habitants, a 3 circonscriptions. Mais il faut regarder tous ces problèmes en profondeur. Et il faut que les Congolais aient des explications. Qu'on nous explique pourquoi on n'arrive pas à mener la lutte contre la corruption. Pourquoi cette impuissance après tant de déclarations, notamment la déclaration faite par le président de la République en 2018, selon laquelle, face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni gros poissons, ni menu frettin. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Qu'on explique aux Congolais pourquoi cette affaire de protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la ruine,
dans la catastrophe et les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Donc, vous voyez bien qu'il y a autant de choses pour lesquelles les Congolais attendaient des réponses. Non pas seulement par rapport à l'année 2025, mais par rapport au mandat qui court depuis le 16 avril 2021 et qui se termine le 16 avril 2027. Donc, il y a beaucoup d'attentes qui n'ont pas été satisfaites. C'est pour ça que nous considérons que c'est un rendez-vous manqué et qu'à notre avis, il faut qu'un certain nombre de choses puissent être regardées. Maintenant, au-dessus de ça, nous sortons du message et nous tombons sur des messages qui ont été livrés à cette occasion par le président de l'Assemblée. Et j'avoue que j'ai été terriblement choqué. Choqué. Parce que, à la tête d'une institution comme l'Assemblée nationale, le président de la République a lancé un appel, le président de l'Assemblée nationale a lancé un appel pour que les Congolais réclament la candidature du président de la République. Et j'ai compris qu'il y avait un aspect qui était abordé par le président de la République. Et il y avait un autre aspect qui apparaît beaucoup plus sous forme de propagande, mais cette fois-ci abordé par le président de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'il était bon qu'on essaye de regarder et de voir comment les choses se présentaient. Alors, j'ai pris sur moi un certain nombre de notes et je vais essayer de donner mon commentaire sur ça. Le premier commentaire que je fais, c'est que j'avais cru comprendre que l'Assemblée nationale comprend des députés de l'Assemblée nationale et même le Sénat, comprend des députés et des sénateurs, tant de la majorité que de l'opposition. L'ancien appel au nom du Parlement réuni en congrès, relatif, semble-t-il, à la demande des Congolais, sans se rendre compte ou bien en cherchant à ignorer qu'il y a une opposition dans ces rangs, à notre avis, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et on devrait y accorder une attention toute particulière. Peut-être que le président de l'Assemblée est convaincu que tous les députés qui y sont, même ceux qui se présentent au nom de l'opposition, en fait, ont choisi de faire partie intégrante de la majorité présidentielle et qu'il n'y a plus aucun son de cloche. Ils ont renoncé à la recherche du pouvoir. Ils se sont alignés pour que tout ce qui se fait au PCT, peut-être, nous aurions souhaité en être informés. Et je crois que ça sera de bonne loi. Maintenant, j'ai relevé un certain nombre de points sur lesquels, dans le message, tant le mot introductif que le mot de clôture du président de l'Assemblée, nous allons essayer de revenir et de préciser notre position, parce que nous ne voulons pas rester dans la confusion. Le premier élément, c'est que dans ce message, le président de l'Assemblée, à un moment donné, parle de la vigueur de nos institutions et de la maturité démocratique et politique qui caractérise notre nation. Théorisée en 1748 par le philosophe Montesquieu dans son célèbre ouvrage « L'esprit des lois », la séparation des pouvoirs s'oppose au régime de la monarchie absolue, qui concentre tous les pouvoirs entre les mains du roi. L'objectif assigné par Montesquieu est d'aboutir à l'équilibre des différents pouvoirs. Alors quels sont-ils ? Il y a d'abord le pouvoir législatif, qui édicte les lois, ensuite le pouvoir exécutif qui exécute ces règles, et enfin le pouvoir judiciaire qui règle les litiges. La théorie de la séparation des pouvoirs plaide pour que chacune d'entre elles soit exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres. Le principe de séparation des pouvoirs est-il appliqué dans tous les pays ? Eh bien non, tous les pays ne l'appliquent pas. C'est le cas dans les régimes autoritaires. En revanche, dans les régimes démocratiques, le principe de séparation des pouvoirs fonctionne de manière différente selon les pays. On le qualifie de strict ou de souple en fonction de l'ampleur du contrôle qu'exerce chacune des fonctions sur l'autre. Par exemple, aux États-Unis, la séparation des pouvoirs est considérée comme très stricte. Le président n'est pas responsable politiquement devant le pouvoir législatif et il ne peut dissoudre la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Seule la justice peut être amenée à trancher des différends entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et qu'en est-il en France ? En France, le chef de l'État peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Depuis la Révolution de 1789, la séparation des pouvoirs est inscrite à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, ouvrez les guillemets,
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. À ce point de vue, je dois dire que nos institutions ne fonctionnent pas bien. Et notre démocratie souffre parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et nous nous en sommes rendus compte depuis. Et assez souvent, l'Assemblée nationale apparaît comme une caisse de résonance. Et ce n'est pas du tout une très bonne chose. Lorsqu'on parle du fonctionnement des institutions, c'est vrai qu'on s'en vante, on dit tout le temps que les institutions fonctionnent bien, mais je prends deux exemples. Le premier exemple, quand on prend bien nos lois et règlements de la République, la Cour constitutionnelle n'est pas en conformité avec la loi. La Cour constitutionnelle n'est pas avec la loi. Et j'avance un argument. Mais tous ces membres n'ont jamais déclaré leur patrimoine conformément à la loi. Et on peut vérifier. Parce qu'il y a eu leur installation, on peut le faire. Il en est de même pour le Conseil supérieur de la liberté de communication, où d'ailleurs nous avons vu un de ces éléments qui s'est transformé en propagandiste à Evo. Et c'est véritablement dommage. On s'est dit, mais la violation des lois et règlements de la République dans ces pays est devenue quelque chose comme de courant, etc. Et de la vie de tous. La justice ne jouit pas pleinement de son indépendance. Et il y a beaucoup de situations qui sont évoquées, surtout en ce qui concerne la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude, etc. Il y a beaucoup de situations. Je peux donner à titre d'exemple, la société civile avait introduit une plainte relative à la disparition des 14 000 milliards, mais il semble que le dossier n'a jamais avancé, et ce n'est pas du tout normal. Et lorsque le président de l'Assemblée parle de la maturité démocratique et politique, je rappelle au président de l'Assemblée que l'indice de démocratie du Congo est de 2,79% depuis pratiquement 2021 jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature, sur la base des indications statistiques. Les statistiques sont des monstres foires, des outils d'aide à la décision. Mais on ne peut pas ne pas les prendre en ligne de compte. On ne peut pas ignorer. Donc, nous pensons que nous avons atteint la maturité démocratique, etc. Mais rien qu'à voir notre situation de gouvernance électorale, rien qu'à voir la manière dont nos élections sont organisées, ben on a la preuve que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors, l'autre aspect que j'ai épinglé, s'agissant du message du président de l'Assemblée, il a parlé, il fait confiance au président de la République pour la conduite du Congo vers les berges enchantées du développement. Monsieur le Président, le programme de société qui s'exécute au Congo semble-t-il être dénommé « Ensemble poursuivons la marche ». Entendu, la marche vers le développement. Mais dans le même temps, on tolère la corruption, on tolère la fraude, on tolère les détournements des deniers publics. L'un des exemples a été donné par une déclaration du directeur général des douanes qui se plaignait de ce que, au lieu qu'on recherche les 180 milliards qui apparaissaient, je crois, dans le budget 2024 des recettes douanières, mais il a dénoncé le fait qu'il était inadmissible, qu'on ait pratiquement 600 milliards d'exonération. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors, quand on a un projet de société comme ça, et qu'on est impuissant devant la lutte contre la corruption, qu'on semble protéger les responsables des scandales de crimes économiques et financiers. Et vous les connaissez. Les scandales sont connus. Il y a déjà les 14 000 milliards. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui, vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Il y a les révélations des Panama Papers.
Il y a les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Il y a les détournements à la trêve pour les pensions de nos... Donc, il y a toute une kyrielle. Le président, le 28 novembre 2024, a évoqué le différentiel de 6 milliards de bourses qui se dissipaient sans jamais laisser de traces. Mais à quel développement nous allons aller si nous ne sommes pas capables d'avoir le courage et la volonté politique de lutter contre tous ces maux? Mais si on a choisi de favoriser l'enrichissement illicite, et je m'interroge, je poserai la question au président de l'Assemblée. Pourquoi il ne veille pas au contrôle de l'exécution des lois qui sont votées par le Parlement? Pourquoi au Congo, la déclaration du patrimoine ne se fait pratiquement jamais depuis 2002? Alors qu'il a été dit, et je crois que c'est Anatole Koliné-Makosso qui a dit, puisqu'un devoir de transparence, il s'agit d'une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre l'enrichissement illicite et de lutte contre la corruption. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Et pourquoi on fait atteindre le culte de la personnalité à son paroxysme avec ce qui est dit et ce que nous avons découvert? Maintenant, et c'est là où le culte de la personne apparaît, le président de l'Assemblée a dit, s'agissant du président de la République, vous avez démontré que vous êtes un homme d'action qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Vous êtes un homme de parole qui tient ses promesses. Nous sommes loin de la réalité. Les sages de la Lukwala ont parlé. Ils ont énuméré les projets. Et ils ont dit clairement que les promesses n'ont pas été tenues. Mais sur un autre créneau, je rappelle au président de l'Assemblée qu'en 1992, lors d'un meeting URDPCT, le président de la République a déclaré: cependant est vrai le fait que je n'accepterai jamais que la Constitution soit violée. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. J'insiste pour dire que nous n'accepterons pas que soient organisées des élections hors la loi. Et plus tard, dans les messages sur l'état de la nation en 2023, le président de la République a déclaré qu'il ne fallait pas que nous choisissions le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Et pourtant, nous sommes dans l'anticonstitutionnalité. Et je le dis d'entrée de jeu parce que plus loin, je vais y revenir. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Le président de l'Assemblée ne le sait pas. Mais s'il le sait en tant que contre-pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas tenu les promesses. On n'a pas fait ce qui a été dit. Et à ce titre, je vais ajouter quelque chose d'autre. Parce qu'il y a tellement d'exemples qui peuvent apparaître. Le 12 août 2006, le président de la République a déclaré devant le Parlement toujours réuni en congrès que face à la situation d'amélioration au plan pétrolier, nous dégagions nos budgets, dégager des excédents, que les excédents étaient placés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, qu'aucun fonds ne serait retiré sans la moindre loi rectificative des finances. Question, où sont les 14 000 milliards? D'autant que le président avait ajouté qu'un audit de ce compte sera fait chaque année par la Cour de comptes et de discipline budgétaire et que l'audit sera rendu public. Pourquoi cet audit n'a jamais été rendu public?
Où sont passés les 14 000 milliards? Pourquoi on ne peut plus en parler? Et on se rend compte que notre dette atteint un niveau exorbitant alors qu'on aurait pu régler le problème autrement. On va maintenant chercher des eurobonds à des taux de pratiquement 13%. Mais ce n'est pas sérieux. Autre exemple aussi. Mais dans les débats sur le changement de constitution, un engagement avait été pris de faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2025. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous par rapport à cet engagement? Est-ce que le Congo est aujourd'hui un pays émergent? Non. Je crois, soyons, les Congolais sont mûrs, ils sont matures. On ne peut plus se permettre de mettre entre leurs mains un certain nombre d'informations qui ne sont toujours pas bien vérifiées. Donc, à notre avis, nous disons que ça rentre dans le cadre de la propagande et ça ne rentre pas dans le cadre de la mission de l'Assemblée nationale, sinon du Parlement. L'autre fait que nous avons épinglé, c'est lorsque, dans un passage, le président de l'Assemblée dit « Vous êtes l'homme de la situation, celui-là même dont le Congo a besoin pour la décennie qui vient. » Rien que cette phrase signifie le refus de l'alternance. Ça veut dire en fait que nous ne sommes pas des démocrates, parce que l'alternance démocratique est un des aspects importants de la démocratie. Et je rappelle cette phrase, cette déclaration du président Gbagbo, qui dit « La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. » Et quand on utilise ça, on peut dire que les gouvernants congolais ne sont pas des démocrates. Maintenant, quand le président de l'Assemblée dit ce qu'il dit, nous voulons juste lui dire qu'en mars 2024, le président de la République a lui-même déclaré devant le Conseil supérieur de la magistrature que le ver est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Question, Monsieur le Président. Est-ce que le ver a été détruit? N'est-ce pas là le constat fait par le président lui-même de ce que son bilan est négatif, sinon catastrophique? Et qu'est-ce que les institutions comme l'Assemblée nationale ont fait pour prendre le relais de ce message et essayer de venir à la rescousse? La situation, le Congo va mal, très mal. Et si j'ajoute ce que le ministre des Finances a déclaré, à savoir, le Congo traverse une réelle situation de crise. Payer les salaires dans ce pays, c'est une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Honorer les engagements internationaux, les obligations internationales, tous les mois, c'est un véritable casse-tête. Financer notre avenir, c'est un véritable casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Nous allons continuer comme ça, en disant au président Sassou qu'il est l'homme de la situation, alors que nous sommes arrivés à ce point. Alors que nous sommes arrivés à ce point. Et comme je l'ai dit tantôt, les gouvernants ont choisi de protéger ceux qui nous ont plongés dans cette situation. Et on veut que le système PCT et le président Sassou continuent pour continuer à enfoncer les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Après 40 ans, le constat n'a pas été fait par tout le monde. Là, mais si l'Assemblée nationale n'a pas fait le constat de la misère et de la souffrance des Congolais, mais c'est très grave. C'est très grave. Et les dossiers sont connus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que coûte, on se bat pour la conservation du pouvoir. La situation des Congolais n'intéresse pas les gouvernants. Mais comment ça peut les intéresser quand quelqu'un gagne 25 millions lorsqu'il sait que le SMIC est de 70 400 francs? La souffrance de celui qui touche le SMIC ne l'intéresse pas. Surtout lorsqu'on va dans le débat sur les finances publiques. Lorsqu'on voit les objectifs de la loi des finances de 2026.
qu'est-ce qu'on constate? On ne parle pas du tout de la réduction du train de vie de l'État. On ne parle pas du tout de la lutte contre la corruption. J'ose espérer que dans les débats, on parlera de ces fonds en déshérence ou je ne sais quoi. On ne parle pas de la réalisation des audits sur les projets de la municipalisation accélérée et autres. Mais que veut-on? On dit qu'on a besoin d'argent pour régler et relever les défis. Et de l'autre côté, on ne fait rien pour collecter cet argent. Et on dit il faut qu'on continue comme ça. Je ne sais pas ce que les Congolais en pensent. J'essaie de leur donner ma part de vérité. J'ose espérer que les Congolais prendront véritablement conscience de ça. Et pour moi, au plan politique, moi je dis, sans vergogne, sur la base des indicateurs statistiques et autres, sur la base du vécu quotidien des Congolais, le Parti congolais du travail et le président Denis Sassou Nguesso ont lamentablement échoué. Et s'ils aiment ce pays, ils devraient prendre les dispositions pour que nous allions à un changement, à une rupture, et que la politique se fasse autrement qu'elle ne se fait aujourd'hui. À un moment donné, le président de l'Assemblée a parlé de dialogue permanent, évoquant le fait que le président faisait son message sur l'état de la nation comme le dialogue permanent. Non. Le Conseil congolais l'ont fait. Le président a la réputation d'être un bon médiateur au plan international. Mais paradoxalement, on constate qu'il ne veut pas organiser ce dialogue dans son pays. Depuis 2010-2012, les voix s'élèvent pour qu'il y ait une rencontre des Congolais, tant de l'intérieur que de la diaspora, pour examiner la situation du Congo et essayer de trouver les voies et moyens pour que nous nous en sortons. La réponse a toujours été laquelle? Ça a été le silence, c'est-à-dire le refus. Quand bien même cette affaire de dialogue est devenue constitutionnelle. Pourquoi? Mais parce que les articles 227 et 228 instituent un Conseil national de dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur tous les grands problèmes d'intérêt national. Et je vous ai cité les problèmes, ils sont nombreux là. Et pourquoi le Conseil national ne se réunit pas? Pourquoi il n'a jamais été formellement mis en place? Pourquoi les gouvernants sont gênés par cette affaire de dialogue? Mais c'est constitutionnel. Donc, ils violent même la Constitution pour ce qui concerne le respect d'une disposition qui est prévue au niveau de la Constitution. Bon, ils ont choisi quoi? Et ils ont eu une voie. C'est celle qui permet de faire que les Congolais se rencontrent à travers ce que l'on appelle des concertations politiques qui n'ont aucune base juridique. Mais pourquoi? Mais parce que c'est le moyen efficace qu'ils ont eu pour la conservation du pouvoir. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la condition des Congolais. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la situation du Congo, mais c'est coûte que coûte conserver le pouvoir, continuer à s'enrichir, continuer à appauvrir l'État, à enrichir les membres du clan, les dignitaires, les gouvernants et autres, mais continuer à plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. D'autant que, dans le message du chef de l'État, je n'ai pas vu une partie apparaître sur la misère et la souffrance des Congolais. Mais les Congolais souffrent réellement. Et de temps en temps, vous avez des messages à travers les retraités, à travers les travailleurs de certaines structures. Et ce n'est pas du tout une très bonne chose. Mais les concertations politiques qu'ils ont mises en place, soi-disant, pour la gouvernance électorale, n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Pourquoi? Mais parce que les recommandations qui y sont prises ne sont pas exécutées. Je vous en prends par exemple une. L'inscription par le gouvernement des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis pour éviter la précipitation. Ça a été pris en 2011 à Evo, jamais exécuté. Prenons 2013 à Dolizé, l'établissement des cartes biométriques avec photo. On attendait le recensement. À Ouando, on a déclaré que pour l'élection, les élections législatives, il n'y aura pas la biométrie. Mais que pour l'élection présidentielle, il y aura la biométrie. Où en sommes-nous? À Ouando, il a été retenu de baisser les taux de cautionnement pour les différentes élections. Et pour l'élection présidentielle, ça devrait passer de 25 millions à 5 millions. Où en sommes-nous? Non, on ne peut pas continuer comme ça. Mais pourquoi ils ont peur du dialogue?
Le Congo est un pays où, semble-t-il, les gouvernants sont excellents en ce qui concerne la bonne gouvernance. Mais cette bonne gouvernance au Congo a plongé le pays dans la ruine et dans le chaos. Mais ça nécessite une réflexion profonde. D'où vient qu'il gère bien, c'est la bonne gouvernance, et le Congo est plongé dans le chaos et dans la catastrophe. Ça nécessite une réflexion. Et je vais aller au dernier point des messages que j'ai cru lire à travers les mots introductifs et de clôture du président de l'Assemblée. Écoutez bien, c'est ça le bouquet. Et écoutez, il s'adresse au président de la République, et écoutez l'ardent souhait de la clameur populaire qui vous est adressée, qui monte de tous les coins et recoins de la République et qui demande que vous fassiez acte de candidature à l'élection présidentielle. Quand je prends déjà l'exemple de la Likwala, je dis que ça ne correspond pas à la situation. Et quand je prends mon cas personnel, je ne suis pas pour ça, parce que je suis pour le changement et la rupture. Et je suis pour que l'on aille à l'alternance démocratique. Mais le président de l'Assemblée n'est pas le premier à aborder le problème dans ce cadre. Mais vous vous souvenez que le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso l'avait déjà abordé, je crois, en 2023 sur un plateau de télévision à Paris. Le président de l'Assemblée venait enfoncer le clou, mais le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso avait même déjà déclaré en janvier 2025 que le président Sassou était un homme providentiel pour le Congo. Mais alors, où allons-nous? Mais la question que je me pose, en le disant, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le président de l'Assemblée, est-ce qu'ils ne savent pas que le Parti congolais du travail, leur parti, et le président de la République ne sont pas en conformité avec la loi? Par rapport à la loi, le Parti congolais du travail aurait dû et doit être sanctionné. Le Congo est-il une république bananière ou une jungle? La loi, elle est faite pour qui? La loi, elle est faite pour qui? Alors, quand je suis ce que les responsables des institutions disent, qui est déconnecté de la réalité, qui s'éloigne du respect de la loi, je me pose la question, que veulent-ils? D'un côté, ils veulent la paix, ils prétendent vouloir de la paix, et de l'autre, ils ne veulent pas du respect des lois et règlements de la République. Donc, je vais essayer d'insister et de revenir là-dessus. S'agissant de la conformité à la loi, je ne cesserai pas de revenir là-dessus, s'agissant du président de la République. Vous savez que le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine depuis 2002, conformément à la Constitution. Parce qu'il y a un article qui dit bien que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait en 2002. Ça n'a pas été fait en 2009. Ça n'a pas été fait en 2005. Ça n'a pas été fait en 2020. Vous le savez. Le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation de la linéa 2 de l'article 80 de la Constitution. Là, ça aussi, on le sait. Si je prends rien que ces deux exemples, ça veut dire quoi? Que le président de la République n'a pas respecté le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution, de garantir la paix et la justice à tous. Et je continue. Le président, les gouvernants ont choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans le chaos. Ça veut dire quoi? Qu'ils protègent les gens qui ont volé, qu'ils protègent les gens qui ont détourné. Et c'est ça qu'on va continuer à soutenir. Moi, je me porte en faux par rapport à ça. Je me porte en faux par rapport à ça. Et je souhaite que les Congolais se rendent compte que les gouvernants n'ont pas de respect pour la Constitution. Et c'est une situation extrêmement grave. C'est une situation extrêmement grave pour le Congo. Et je crois que c'est véritablement dommage. Alors, comment dans ces conditions le président de l'Assemblée, s'il a toutes ces informations, et je sais qu'il les a, parce que nous avons introduit en 2020
un recours auprès de la Cour constitutionnelle, qui s'était déclarée incompétente et qui avait pris sur elle d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la... Donc tous ils savent que le Parti congolais du travail et le président de la République ne sont pas en conformité avec la loi. Mais je le rappelle, lorsque le ministre de l'Intérieur a sorti une note pour laquelle nous avons amené de très bons éléments contradictoires, maintenant, qu'est-ce que le préfet directeur général de l'administration du territoire a apporté comme message au parti soi-disant non reconnu? Vous n'êtes pas sanctionné, vous n'êtes pas averti, vous n'êtes pas suspendu, vous n'êtes pas dissous, continuez, faites tout pour vous rendre conforme. Mais maintenant, il faut demander au président de la République et au Parti congolais du travail de se rendre conforme à la loi. Mais le président de la République ne peut pas, en tant que président du Parti congolais du travail, organiser une élection libre, crédible, démocratique, transparente et apaisée. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là le véritable problème. Alors, c'est pour ça que j'ai tenu, au-delà du message sur l'état de la nation qui a été fait par le président de la République, à aborder un autre volet, des sujets extrêmement importants qui ont été abordés par le président de l'Assemblée nationale. Et je dis, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, mais prenez le courage et la force d'expliquer aux Congolais, d'expliquer aux militants du PCT que le PCT n'est pas en conformité avec la loi, que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Alors, si on fait ce constat, est-ce qu'on peut demander aux Congolais de réclamer la candidature du président de la République? Révisons la loi. Et quand je vous ai lu l'article 77, il est dit clairement que le serment prêté par le président de la République est remis à la Cour constitutionnelle. Alors, c'est pour ça que je vais aller à la conclusion en disant, une nouvelle fois, à travers toutes ces déclarations, on a la confirmation de ce que le pays va mal, très mal. Il va d'autant mal qu'à 100 jours de la tenue de l'élection présidentielle qui est prévue le 22 mars 2026, les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, crédible, transparente, crédible et apaisée ne sont pas réunies. Prenons déjà l'aspect de la maîtrise du corps électoral, de l'élaboration des listes électorales. Tout le monde sait que l'opération de révision des listes électorales a échoué. Même si elle avait réussi. Mais rappelons-nous du débat qui a eu lieu à Madini en 2020, où on estimait qu'il ne fallait pas une opération de révision des listes électorales, mais il fallait plutôt un recensement administratif spécial. Et les gens, les gouvernants pensaient qu'il n'y avait plus de temps. Mais il n'y a jamais de temps parce que pendant tout ce temps, vous faites quoi? Alors, aujourd'hui, vous avez donc le fait que les conditions permissibles pour la tenue ne sont pas réunies, mais vous avez un autre aspect plus important, c'est la non-conformité à la loi du Parti congolais du travail et du président de la République. Je crois que les gouvernants congolais doivent bien se préoccuper de ce problème. Parce que, regardez, quand nous sommes allés soutenir notre compatriote Matoko à l'élection du directeur général à l'UNESCO, mais réfléchissons, analysons les choses. Sur 57 votants, nous n'avons eu que 2 voix. Mais ça doit nous permettre de réfléchir. Ça doit nous permettre d'analyser, d'essayer de réfléchir sur l'image du Congo aujourd'hui, au plan national, au plan international. Notre image, elle est véritablement médiocre. Il faut vraiment redorer le blason. Alors, c'est pour ça que je dis, que je rappelle en complément de ce que je venais de dire, et je l'ai déjà dit plus haut, il faut se rappeler des déclarations du président Denis Sassou Nguesso en 92, lorsqu'il dit « Cependant est vrai le fait que jamais, jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. » J'insiste pour dire que nous n'accepterons pas que soient organisées des élections hors la loi. Et en 2023, il a déclaré que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité.
Mais expliquez-nous pourquoi aujourd'hui vous êtes à l'anticonstitutionnalité. Expliquez-nous comment aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale peut se permettre de lancer un appel aux Congolais pour qu'on réclame la candidature du président Sassou, qui n'est pas en conformité avec la loi. Mais je crois que ça doit nous permettre de réfléchir, de méditer. Sauf si nous avons fait un choix, celui du droit de la force et non pas de la force du droit. Et ça, si nous avons fait ce choix, ça constitue une véritable menace pour la paix dans ce pays. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu essayer de revenir sur ce message. J'ai essayé de revenir sur les propos qui ont été tenus par le président de l'Assemblée, mais qui font ressortir que le pays va mal, très mal. Et il est dommage que malgré les appels, et lorsque je vois nos compatriotes, membres du Parti congolais du travail, faire ce qu'ils sont en train de faire, je me pose la question. Est-ce que les responsables et dirigeants du PCT aiment ce pays? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? D'un côté, on parle de paix, du vivre ensemble. De l'autre, on veut créer des facteurs de déstabilisation de la paix. Que veut-on exactement? Nous savons que vous avez un problème, celui de la conservation coûte que coûte du pouvoir. Mais on doit vous dire que 40 ans après la présence du président Sassou au pouvoir, le bilan, il est là, il est criard, il est catastrophique. Les voix des Congolais s'élèvent plutôt pour dire allons au changement, allons à la rupture. Et les amis du PCT et les gouvernants devraient le comprendre. Donc je termine mon propos en disant, mais j'interpelle la conscience de nos gouvernants. Ce sont eux qui ont tout fait pour adopter les lois qu'ils sont censés également suivre dans leur exécution, qu'ils sont chargés de contrôler et le gouvernement est chargé de les appliquer. Et je rappelle que le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Ce n'est pas un manque de respect, c'est un constat. Il ne faut pas espérer créer la terreur et la peur pour que les Congolais ne parlent pas. Clément Mirassa a choisi de parler. Donc, j'exhorte le président de l'Assemblée en lui disant qu'il y a un recensement qui a été fait. Le Congo a plus de 6 millions d'habitants. Et je pense que le Congo a beaucoup de personnes qui, à notre avis, sont capables de pliguer la présence de la République pour le bien et pour le bonheur des Congolais, pour le sortir de la situation de crise qu'il connaît actuellement et pour faire en sorte que nous allions, non pas seulement vers le développement du pays, mais vers l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Donc, chers téléspectateurs, c'est par là que je voudrais terminer notre émission de ce jour. Et je vous donne rendez-vous pas samedi prochain, ça sera probablement samedi, le 13 décembre 2025. Et à cette occasion, je crois que nous aurons un beau thème que nous pourrons développer. Donc, à bientôt et à la prochaine. Merci pour votre aimable attention.